Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette page immédiat. Évidemment, on va rejoindre notre ami Marc Garcia, qui est toujours confiné chez lui. Et puis, il a un invité de Marc aujourd'hui. Regardez qui est avec Marc, c'est Michael Prüfer. Bonjour Michael, bonjour Marc. Ah, voilà notre Marc. Marco sait faire d'une position de recherche de vitesse, c'est formidable. Et pourquoi Même les slalomeurs savent le faire. Et pourquoi Marc, t'es en position de recherche de vitesse? Vas-y Mickey, parce que Non Marc, Mickey, toi. Mickey Prüfer, il est tellement modeste. Mickey Prüfer, je crois qu'il a 4 coupes du monde. Alors voilà. il a été champion olympique de démonstration. C'était l'épreuve de démonstration à Albertville. Le kilomètre lancé, il a été recordman du monde. Il a eu 4 globes. Il a eu, je crois, 3 titres de champion du monde. Je me trompe pas, Mickey? C'est recordman du monde, mais c'est bon. Ouais. Et Mickey, il fait partie des gens totalement exceptionnels dans le monde d'aujourd'hui, mais déjà il y a quelques années. C'est que je crois que vous êtes 2 au monde à être et docteur et médaillé olympique, Mickey. Oui, je crois. D'ailleurs, je l'ai eu sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. C'est Alain Calmat. Donc, Ah oui. on s'est fait un coucou il n'y a pas longtemps. Effectivement, lui, il est médecin aussi. Et il est monté aussi sur un podium olympique. Mais il était médaillé d'or, lui? Il était en argent. Il était en argent, mais Bon. il a été champion du monde. Il a eu aussi tous les titres. C'est un peu mon Donc voilà. modèle. Je veux dire, c'est des gens comme ça qui ont pu me faire comprendre que c'est pas parce qu'on faisait des études de médecine que tout était barré à côté. C'est des gens comme ça qui ont pu ouvrir la voie et montrer qu'on peut faire médecine et continuer à faire du sport de très haut niveau à côté. Très bien, alors. Petite question, oui. Franck, désolé. Oui, Pourquoi, vas-y. Mickey, tu as choisi le kilomètre lancé et tu avais à une époque 35 personnes qui travaillaient avec toi? Alors c'est même un peu plus que 35, c'est plutôt dans les 55, mais bon. Pourquoi le ski de vitesse? À la base, j'aimais bien toutes les disciplines du ski et j'adorais aussi le slalom. Mais je courais après Marc pour avoir ses points parce que Marc c'était quand même le champion du monde. C'est vrai. Donc pour avoir les points de Marc, c'était quelque chose. Alors quand on savait que Marc Garcia allait être dans une compétition, on courait pour aller essayer de gagner ses points. Le problème du slalom quand on fait médecine, c'est qu'en général, en première année, on doit arrêter carrément de faire du ski au moins 1 an. Quand on arrête du ski 1 an et qu'on perd ses points FIS, repartir en slalom, on repart à la fin de la course, et repartir dans les trous pour regalérer et essayer d'avoir des points. La médecine et le slalom, à mon époque en tout cas, quand on repartait dans des trous, maintenant les pistes sont extrêmement bien préparées, donc il y a moins de différence entre les derniers et les premiers au niveau de la dégradation de la piste. Mais à mon époque, il y en avait trop et ce n'était pas possible, médecine et toutes les autres disciplines du ski. Par contre, je faisais à l'époque déjà du ski de vitesse et une année d'arrêt en première année de médecine, je repartais sur un billard parce que la piste de ski de vitesse se dégrade pas du tout. Donc j'avais une place de numéro 1 mondial. En une course, je redevenais numéro 1 mondial. Donc c'est vraiment la seule discipline du ski que je pouvais faire. Par ailleurs, j'étais pas assez performant en slalom pour arriver à des points suffisamment importants. Alors qu'en ski de vitesse, il y avait une partie de recherche et de technologie. Comment un peu on a en médecine, on a de la recherche, de la technologie. En ski de vitesse, on avait de la recherche et de la technologie. Et j'avoue que les protocoles d'études que j'ai appris en médecine m'ont beaucoup servi dans la reproductibilité et les comparaisons entre les groupes de tests pour pouvoir faire avancer les tests au niveau des skis, au niveau de l'aérodynamique. Pour être comparatif, il faut être précis. On change qu'un modèle à chaque fois qu'on fait une étude. Donc ça m'a permis de développer des études intéressantes en ski de vitesse. Donc c'est les deux qui m'ont fait gagner. Et donc pour avoir autant d'études, il faut énormément de partenaires. Pour avoir énormément de partenaires, je dirais, avoir beaucoup de communication. Et cet ensemble de choses fait que on peut être performant un peu comme en automobile, c'est-à-dire en ayant beaucoup de partenaires et énormément de technologie. Il ne suffit pas d'être quelqu'un qui soit bien préparé techniquement, physiquement, mentalement.
au niveau de la reproductibilité, de la stratégie et de l'anticipation, ça ne suffit pas. Il faut aussi de la technologie, un peu comme en automobile. On ne peut pas être champion du monde en automobile si on n'a pas toute la technologie derrière. Et quelle technologie et quel travail a effectué Michael Pfeiffer, Marc, hein, c'est assez hallucinant, toute cette technologie qu'il avait autour de lui. Toi, je me suis même trompé. Mickey, il a tout étudié, tout. Je peux te dire tout. C'est un livre d'or. C'est l'un de mes maîtres. Hein. C'est la première fois que je lui dis. C'est l'un de mes maîtres. C'est un mec qui a tout cherché, tout. Il avait 55 personnes, tu te rends compte? Pour un athlète, c'est énorme. Et surtout, quand il faisait, comme il a dit, ses études de médecine, où aujourd'hui, on l'interviewe aussi pour... alors, apparemment, pas angiologue, il est médecin... Médecin vasculaire. Voilà. Très bien, justement, on va en parler, hein, parce que c'est un des éminents médecins vasculaires. Michael, quel est le souci de cette maladie, justement, cette maladie vasculaire? C'est pas une maladie vasculaire. Hein. Le Covid-19, c'est essentiellement une maladie respiratoire transmissible, extrêmement transmissible, mais qui a une caractéristique, c'est ce virus attaque beaucoup de tissus et au niveau de la coagulation, c'est un virus qui est assez thrombogène, en tout cas. Dans la complexité de la maladie qui est encore très mal connue, il y a énormément de formation de caillots. Les radiologues l'ont très bien vu au scanner. Il y a des coagulations, des embolies pulmonaires. Il peut y avoir aussi des thrombus au niveau intracoronaire. Les cardiologues les ont visualisés. Très récemment, les dermatologues ont vu qu'il y a probablement aussi des lésions dermatologiques. Ils ont vu des lésions totalement liées à ce Covid-19. Et donc, on ne sait pas encore tout sur la maladie. Par contre, on sait que c'est un pro-thrombogène, c'est-à-dire que ça favorise la coagulation. Donc, à partir du moment où en France, on a décidé de laisser les gens à la maison qui sont malades, donc on a des patients qui ont un facteur pro-thrombogène. S'ils sont très fatigués, ils sont en plus alités. C'est également un facteur favorisant de thrombose. On sait que quand on a 3 jours d'alitement, c'est un facteur majeur et transitoire de thrombose. Et puis, troisième chose, c'est que c'est des gens qui peuvent être fébriles avec une déshydratation, qui est aussi un facteur, cette fois-ci, qui n'est pas majeur, mais qui est favorisant les thromboses. Donc, ces 3 éléments font que quelqu'un qui a une maladie qui alite stricte et qui est une maladie fébrile et en plus pro-thrombogène, ce sont des patients qui peuvent bénéficier, alors en général ils sont en relation avec leur centre Covid-19, mais ils peuvent bénéficier d'une anticoagulation à domicile, ou s'ils se manifestent, il faut bien qu'ils précisent à leur centre qu'ils ont éventuellement des antécédents de thrombose et d'embolie pulmonaire, ce qui majore les choses, éventuellement qu'ils ont des varices qui sont aussi des facteurs favorisants de thrombose. Donc il faut qu'ils mentionnent tout ça à leur centre, ou bien s'ils n'ont pas encore leur centre, il faut absolument qu'ils informent leur médecin traitant de leurs antécédents et de leur état, s'ils sont alités, trop fatigués toute la journée ou trop fébriles, de manière à ce que le médecin traitant puisse intervenir, éventuellement faire baisser la fièvre ou pas, ça c'est le médecin traitant qui décide, donner une anticoagulant, un médicament anticoagulant ou pas. Attention, jamais d'auto-prescription de ce genre de médicaments. Normalement, c'est impossible, mais s'il en reste dans la pharmacie, il ne faut surtout pas en prendre. Jamais de prescription en disant je vais prendre un fluidifiant. J'ai vu ça il y a quelques jours. Là, je vois des urgences tous les jours. J'ai vu ça il y a quelques jours. Quelqu'un qui m'a dit j'ai pris de l'aspirine comme quand je fais un voyage en avion. L'aspirine n'est pas un anticoagulant. Et je dirais pire que ça, il vaut mieux. D'abord, il ne faut pas faire d'automédication. Et actuellement, ce n'est pas l'idéal de médication. Donc, les patients qui ont des antiagrégants plaquettaires fluidifiants, ça n'existe pas. Donc, soit il y a justification d'anticoagulant, il faut prendre son anticoagulant, soit les patients sont sous antiagrégants, il faut qu'ils poursuivent leur antiagrégant plaquettaire. Je répète, fluidifiant, ça n'existe pas, et pas d'automédication. En ce moment, les anti-inflammatoires ou l'aspirine ne sont pas des médicaments recommandés, hein, donc il ne faut pas les arrêter si on en a, c'est justifié, mais il ne faut pas se bourrer d'anti-inflammatoires de ce type-là, alors que ce n'est pas justifié actuellement. On sait que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça peut aggraver le Covid-19.
ça, c'est vraiment la base, pas d'automédication. Ensuite, il y a des gestes tout simples qui peuvent aider la circulation sans être des médicaments. Le premier, c'est les personnalités doivent surélever les pieds du lit. Oui. Les pieds du lit étant plus haut, il y a une circulation qui se fait naturellement toute la nuit. Ou si c'est des gens qui sont alités toute la journée, ça aide leur circulation toute la journée. D'accord. Pour des gens qui se mobilisent très peu, c'est-à-dire des personnes âgées qui sont devant la télé ou devant l'ordinateur, il faut qu'ils mettent leur bas à varices. Si on leur a prescrit des varices, et d'autant plus s'ils ont des varices, il faut qu'ils mettent leur bas de contention. Ça, c'est vraiment très important. Il fait chaud actuellement. Il faut porter les bas de contention. Et puis, il faut s'hydrater beaucoup. Là, c'est effectivement quelque chose qui va diluer le sang, donc il ne faut pas se déshydrater quand on est dans des périodes comme ça. Et puis enfin, troisièmement, il faut éviter l'alcool et les somnifères, un peu comme dans un voyage en avion, parce que l'alcool, ça déshydrate. Les somnifères, ça a tendance à immobiliser les gens. Et surtout en ce moment, on voit énormément de personnes qui consultent avec des prescriptions, enfin, qui prennent des anxiolytiques, parce que je comprends, ils sont très stressés, ils sont chez eux, on annonce des choses un peu dramatiques, forcément. C'est très stressant actuellement, donc évitez de prendre trop d'anxiolytiques actuellement. Voilà, tous les conseils, tous les conseils sont là. Merci. Ce que je suis en train de noter, dernière question, parce que effectivement, tu as assez demandé. On a entendu la sonnette. Tu es en train de nous dire qu'il va y avoir des effets secondaires du Covid ? On va ouvrir. C'est-à-dire, dans cette pathologie, je dirais qu'il y a, je risque d'être un petit peu long, mais je veux dire, il y a des gestes, si on veut éviter effectivement qu'il y ait des séquelles, si on veut éviter qu'il y ait des séquelles, d'abord, je crois qu'il faut dire clairement aux gens, le geste barrière numéro 1, c'est le port du masque. Et tout le monde devrait porter un masque. Ça, c'est une recommandation de tous les hygiénistes du monde entier. C'est maintenant une recommandation de l'Académie de médecine. Tous les médecins de salle depuis le début. Voilà, donc le port du masque. Alors, moi, j'aime bien expliquer aux patients pourquoi le port du masque. Le port du masque, on sait qu'on inspire de l'air qui est relativement sec et on expire de l'air qui est extrêmement humide. Bien sûr. L'air qui est extrêmement humide, qu'on va expirer, c'est une sorte de buée. C'est extrêmement chargé en micro-gouttelettes. Ces micro-gouttelettes, elles partent de la bouche et elles vont sur environ 40 cm devant, elles se déposent sur les mains. Donc cette expiration de micro-gouttelettes, c'est de la buée. On le voit très bien l'hiver quand on souffle sur un carreau, on voit à l'eau. Je veux dire, ça se condense parce que c'est l'hiver, mais on en a autant d'humidité dans l'air l'été. On souffle sur un verre de lunettes, on voit qu'il y a de la buée. Bon, ça peut même servir à nettoyer les buettes. Le problème de cette buée, gouttelette, cette buée, c'est qu'elle est chargée de virus quand on a la maladie. La buée, elle est relativement au niveau des mains quand on fait de la respiration normale. Elle passe en postillon, elle va jusqu'à l'écran d'ordinateur quand on parle. Quand on tousse, elle va beaucoup plus loin. Quand on éternue, elle va encore plus loin. Donc, geste barrière numéro 2, comme on peut en avoir sur les mains, c'est de se laver les mains. Geste barrière numéro 3, c'est de tousser dans son coude. Geste barrière numéro 4, c'est d'avoir 1 mètre à 1,50 m entre les différentes personnes, de manière à ne pas pouvoir les atteindre quand on n'a pas de masque. Évidemment, dès qu'on met un masque, on a une limitation des projections, donc on sécurise tout de suite. C'est un autoconfinement instantané. Bien sûr. C'est aussi fort que c'est vraiment une barrière numéro 1. C'est le masque. D'accord. Donc, à partir du moment où on a un masque, comme si une autre personne n'a pas de masque et peut souiller une surface et qu'on touche cette surface, on va avoir nos mains qui vont devenir sales. Donc, il faut absolument que tout le monde ait un masque. Ce qui est recommandé, tous les pays qui ont eu le moins de contamination avaient tous le masque immédiatement. Donc, numéro 1, le masque. Après, le numéro 2, c'est de tester les gens parce qu'il est évident que je veux dire, là, je parle d'un système idéal. J'imagine bien que les gens qui ont fait différemment, ils avaient leur raison. Je crois que tout le monde est clair. Si dans un espace clos comme une EHPAD, si on attend qu'il y ait une personne qui soit symptomatique au sein de cette EHPAD, c'est quelqu'un, on sait, il est contagieux. C'est trop tard pour le tester, on le sait déjà, il est contagieux. Et donc, il y a une perte de chance au niveau de l'EHPAD parce qu'il y a des patients qui vont être contaminés. Et donc,
l'idéal, c'est de tester une EHPAD où il n'y a personne de contaminé à l'intérieur. Dans ce cas-là, il n'y a personne de symptomatique. Il y a personne de symptomatique. On teste. Si on en trouve 2, on les exclut. Et puis, on reteste. On a maintenant la notion de l'incubation. On reteste quelques jours après. Ouais. Et s'il n'y a plus personne de symptomatique, eh ben, on peut dire que on a fait le maximum pour cette EHPAD. On a isolé, les gens les traitent, et puis on a fait le deuxième test. Et là, on peut se permettre d'attendre. Et troisième option, personne n'est symptomatique, évidemment, tout le monde est traité. Tout le monde est testé, pardon. Oui. Tout le monde est testé. Aucun test positif. On reteste l'EHPAD au bout de quelques jours, connaissant les durées d'incubation. Deuxième test entièrement négatif pour toutes les EHPAD. Et ben là, ça veut on peut dire que qu'on a offert aux patients le maximum que la connaissance de la science actuellement. Ouais. Et donc, on peut être sûr pour cette EHPAD pendant un certain temps. D'accord. La dernière chose, évidemment, c'est le traitement. Et qui va arriver. Donc, le traitement, il y a 2 options actuellement qui sont proposées en France. Une option médicaments tout au début, azithromycine 5 jours, hydroxychloroquine 10 jours. Ouais. Ça se fait en France, ça se fait dans des autres pays. Ça a monté une certaine efficacité. Il y a un effet indésirable cardiologique qui est très connu depuis des années. Ouais. Et d'un autre côté, il y a attendre la réanimation. En la réanimation, ça se fait beaucoup plus tard. En réanimation, il y a des effets indésirables des médicaments aussi cardiologiques. Les médicaments d'anesthésie générale ou de coma artificielle ont aussi des effets indésirables qui peuvent être importants. Donc, effets indésirables quand même des 2 côtés. D'un côté, on tue le virus tout de suite en 6 jours. De l'autre côté, on laisse évoluer le virus en créant des lésions tissulaires. Et là, on parlait des séquelles. Nous, en tant que professionnels de santé, on nous a déjà informé que si on attrapait cette maladie et qu'on avait des séquelles, on serait classé en maladie professionnelle. Ça veut dire quand même que les autorités savent qu'il peut y avoir des séquelles graves dans les suites. D'accord. Je dirais que la séquelle la plus grave, c'est quand même le décès, malheureusement, des gens qui sont en réanimation. Donc, quand on laisse les lésions tissulaires se faire, on peut avoir, les séquelles graves suivantes au niveau tissulaire, et puis les séquelles psychologiques, parce que quand on a des traitements, un coma artificiel de plus de 15 jours, 3 semaines, on peut avoir un syndrome post-stress important derrière, post-traumatique. Donc, je veux dire, c'est pas rien, et ça, je veux dire, l'important, c'est pas de discuter l'un l'autre. Je suis pas compétent pour discuter l'un ou l'autre traitement, mais l'important, c'est d'informer. Dans un cas, il y a ça de possible. Dans l'autre cas, il y a ça de possible. Et voilà, c'est important de savoir quelles ces 2 options de traitement. Ok, je sais que tu es très très pressé, Michael. Mais j'ai plein de choses déjà. Oui, voilà. En tout cas, tu as été très complet et je crois qu'on a tout compris avec des mots simples et c'est un peu ce qu'on demande un petit peu au personnel soignant. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, Michael. Marc ? Pas de rien. Ouais. Non mais qu'est-ce que on a les oreilles comme ça. Il faut bien expliquer aussi, Michael, c'est que ce que tu expliques en termes de traitement, c'est toujours la même chose, je crois. Il n'y a pas d'auto-médicalisation. On est bien d'accord ? Jamais, parce que tout médicament, que ce soit d'un côté ou l'autre, ont des effets indésirables. Donc, ils doivent être donnés, évidemment, par des médecins. Il y a la 3e option qui pointe son nez dans l'étude Discovery, c'est un autre antiviral. Le problème de l'autre antiviral, c'est que non seulement on ne connaît pas son efficacité, mais on ne connaît pas ses effets indésirables. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a des effets indésirables des médicaments qui arrivent 10 ans après. Oui. Donc, l'hydroxychloroquine ou la nivaquine, ce sont des médicaments qu'on connaît depuis 70 ans et on connaît parfaitement les effets indésirables. Les effets indésirables des nouveaux antiviraux qui arriveront peut-être dans 10 ans, on dira bien, on vous a soigné du Covid-19 avec ce nouveau médicament, mais maintenant vous avez ça. Donc, faut être très prudent, effectivement, bien sûr. Il faut être très prudent. Michael, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un petit moment pour nous. Ça nous a fait très plaisir d'abord de te revoir et puis de nous avoir parlé avec des mots simples. On a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Merci beaucoup, Michael. Voilà. Merci, Michael. Merci. J'aurais voulu parler d'autre chose, mais on a pris trop de temps. Oui. Mais les chaussettes de on se rappellera. Michael a travaillé là-dessus. Merci, Michael. On te fait la bise. Beaucoup de gens t'attendent. Oui.
quand tu veux sur les skis quand même. Oui, on verra. On verra. Merci Mickaël. Peut-être à l'année prochaine. Au revoir. Merci Mick, hein. Allez, bon travail, merci à toi. Et salut Marc. Fabuleux. Merci, Ciao, merci. ciao. Salut Francky. Salut Franck. Salut Marc.